Bueno, pues continuamos con la sesión y la siguiente ponente es Nathalie Sigers, y pido disculpas por mi mala pronunciación del francés. Nathalie es técnico de la Cámara de Agricultura de la Dordoña y allí trabaja en la zona más forestal y más rica en boletus de la región, donde existen muchas parcelas de seguimiento de la producción y se realizan ensayos de riego con los protocolos del INRA. Inicialmente, su trabajo sobre la incidencia de los factores climáticos en la producción de boletus ha evolucionado hacia la descripción de estos ecosistemas forestales y hacia la sensibilización de los propietarios y los gestores en la aplicación de técnicas silvícolas que favorezcan la producción. Sí, por favor, Nathalie. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier tous les partenaires du projet Myco-Sylvain, grâce à qui nous avons profité, découvert des expériences très riches, très variées. Je pense en particulier aux expériences de mycotourisme, ici en Castille et Léon, également en Navarre. Nous avons pris conscience, nous en Dordogne, que nous avions un énorme potentiel en matière de mycotourisme. Nous sommes un département très rural, très agricole, avec déjà un développement de l'activité touristique, mais nous avons aussi pris conscience de l'énorme travail qui nous restait à accomplir pour organiser une véritable filière économique autour des champignons. J'ai le plaisir d'associer à cette présentation mon collègue Adrien Peyrat, qui est technicien forestier à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Il nous présentera quelques exemples de modèles de sylviculture que nous souhaitons développer en Dordogne. Alors notre objectif quand on parle de mycosylviculture, c'est d'intervenir, de sensibiliser, de vulgariser auprès des propriétaires forestiers des connaissances, un certain nombre de techniques pour améliorer le potentiel de production, les fructifications de champignons dans leur peuplement. Là-dessus, on est quand même prudent. Nous entamons une phase de vulgarisation qui aura valeur de test. Hein, elle démarre juste. Elle aura peut-être valeur d'expérimentation, je ne sais pas. Néanmoins, tous ces travaux forestiers qui s'engagent, ils auront aussi pour but d'améliorer la qualité des bois, la valeur des propriétés forestières. Et pour nous, dans ce cadre-là, le CEP, c'est un outil supplémentaire pour inciter les propriétaires à entretenir leur peuplement, à entretenir leur forêt. Donc, avant de rentrer dans le détail des exemples, il me paraît important de vous présenter quelques éléments pour caractériser la forêt de Dordogne. Alors tout d'abord, géographiquement, la Dordogne, c'est un département qui est situé au nord-est de la région Aquitaine. Donc avec 417 000 hectares, c'est le 3e département forestier français. C'est une forêt qui en fait a doublé en l'espace de 150 ans en surface. Elle occupe en moyenne 45% de la surface du département et par endroits jusqu'à voire plus de 60% de la surface du département. C'est une forêt composée aux 2/3 de feuillus. C'est une forêt de taillis à plus de 70%, de taillis simples ou de taillis mélangés. Donc les principales essences de taillis sont le châtaignier, le chêne pédonculé, le chêne tausin ou le chêne pyrénéen, le chêne pubescent et le charme. Donc dans les taillis, on rencontre également des réserves, le plus souvent soit des chênes pédonculés, soit des pins maritimes, qui sont aussi les principales essences de futaie. Mais on a plus de 70% de forêts composées de taillis simples ou mélangés. Quelques chiffres importants pour comprendre la situation de la forêt chez nous. D'abord, un élément qui n'est pas écrit mais qui est très important, c'est une forêt privée à 99% et une forêt très morcelée avec 100 000 propriétaires. Donc c'est un nombre très très important. Donc on a une forêt très très morcelée, ce qui rend plus difficile encore la mobilisation de cette ressource. Et donc, elle est sous-exploitée actuellement. On estime une production annuelle de 2 millions de mètres cubes de bois qui est récoltée à peine à moitié. On récolte à peu près annuellement 1 million de mètres cubes.
On a également un ratio, un rapport bois d'œuvre sur le bois d'industrie qui est inférieur à 0,5, donc avec une production de bois d'industrie, de trituration, donc qui n'incite pas non plus les propriétaires à exploiter leur forêt, à renouveler et à investir dans leur forêt. Donc l'incidence directe de ces éléments-là, c'est qu'on assiste à un vieillissement de la forêt, une fermeture des milieux, et du côté des champignons qui nous intéressent, on a une diminution des zones de production. Alors justement, le champignon, quand on parle de champignons en Dordogne, on parle de cèpe, hein, quasi exclusivement. C'est le champignon roi chez nous. Les principales espèces de cèpes qu'on récolte, ce sont Boletus aereus et Boletus estivalis, ce sont des espèces d'été. On a également Boletus edulis et Boletus pinophilus en petite quantité, plutôt dans le nord du département, qui est une région où la pluviométrie est plus importante, dépasse les 1000-1200 mm, et aussi où on a un peu plus de résineux, notamment d'épicéas. Donc on a une production principalement de cèpes d'été. Le cèpe chez nous, c'est d'abord une affaire de tradition, de passion, hein, liée à une tradition ancestrale de cueillette des champignons. Il n'y a pas du tout d'organisation. Je suis incapable de vous dire quelle quantité est récoltée une année donnée, quelle quantité est commercialisée encore moins. Il n'empêche que pour certains, c'est un complément de revenu quand même. On a une exception, quand je dis qu'il n'y a pas du tout d'organisation, il y a quand même une exception, c'est la région de Villefranche-du-Périgord. C'est une toute petite région dans le sud-est du département où il y a 2 marchés au cèpe, dévolus au cèpe, c'est Montpazier et Villefranche-du-Périgord. Et ce n'est pas un hasard si ces 2 marchés sont situés dans cette région-là. Bon, d'une part, c'est la région du département où il y a la production la plus régulière de champignons, la plus abondante, mais c'est aussi la région du département, le secteur du département, où on a une sylviculture du châtaignier, là aussi abondante et beaucoup plus importante que dans le reste du département. La région de Villefranche-du-Périgord, c'est la région qu'on qualifie de réserve en taille de châtaignier de qualité du département, voire de la région, voire de la France. Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où il y a à peine la moitié de la récolte qui est mobilisée, dans ce secteur-là, 100% de la récolte est mobilisée. On va le voir un peu plus loin. Alors d'abord, je vais m'arrêter un tout petit peu sur le marché au cèpe de Villefranche-du-Périgord. Pourquoi celui-là? Tout simplement, c'est le seul marché sur les 2 où on ait des données fiables, qui sont collectées par la mairie de Villefranche-du-Périgord, qui organise et qui contrôle le marché et qui notifie jour par jour les quantités qui sont vendues et les prix. Si on regarde un peu plus près les quantités qui sont commercialisées sur ce marché-là, on se rend compte qu'il y a une année sur 3 qui est productive, avec des pointes à plus de 20 tonnes jusqu'à 30 tonnes, comme en 1999. On a en moyenne une année sur 3 de productive. Quand le marché au cèpe affiche 20 tonnes, ça ne comprend évidemment pas les champignons qui sont collectés par des grossistes. Dans des cours de ferme, il y a des points de collecte. Ça ne comprend pas les ventes qui se font directement à la ferme. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui collectent, qui récoltent et qui vendent des champignons, soit auprès des restaurateurs, soit auprès de particuliers. Ça ne comprend pas non plus toute la part de la production qui est autoconsommée. Donc quand 20 tonnes sont vendues sur le marché, on peut estimer raisonnablement que ce sont 40 à 60 tonnes qui sont récoltées sur ce massif. Ce massif qui représente à peu près 10 000 hectares, hein, puisque seuls les propriétaires du canton de Villefranche et des communes limitrophes ont le droit de vendre sur ce marché. Donc c'est une zone d'approvisionnement d'à peu près 8 à 10 000 hectares. Voilà. Donc on a d'une part une production régulière et abondante de champignons, et d'autre part on a un taillis de châtaignier, je vous le disais, c'est un taillis de châtaignier de qualité qui est exploité régulièrement.
Là où dans le reste du département, à peine la moitié de la ressource est exploitée chaque année, là c'est 100% de la ressource. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une sylviculture qui est très liée à l'activité agricole. Les agriculteurs possèdent en moyenne 30 à 50 hectares de bois qu'ils exploitent au rythme de 1 à 2 hectares de bois chaque année. C'est une production donc, qui est récoltée, mais qui est aussi transformée et valorisée sur place, puisqu'il y a aussi sur place des usines. Toute la production est transformée en parquet lambris sur place. Si on regarde ce qui se passe sur un cycle de production d'un taillis qui est entre 35 et 45 ans, donc lors de la coupe, il y a énormément de rejets sur les souches. On estime à peu près 400 souches hectares et 5000 tiges hectares. On a une production de champignons qui perdure pendant les 3 à 5 premières années après la coupe. Et ensuite, on a une interruption de production jusqu'à à peu près 15 ans, après une éclaircie qui est pratiquée entre 8 et 12 ans, une première éclaircie qui permet de ramener le nombre de tiges à 1500 à l'hectare. Donc on retrouve ensuite, à partir d'une quinzaine d'années jusqu'à la prochaine coupe, c'est-à-dire 40 ans, une production régulière et abondante de cèpes. Donc cet exemple-là, c'est pour illustrer tout simplement le fait que une sylviculture, une forêt gérée régulièrement, exploitée, est un facteur favorable pour la production de champignons. Et donc dans ce cas précis, la sylviculture classique, sans le vouloir, est également un exemple de mycosylviculture. Donc la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire nous, propriétaires, techniciens forestiers, comment combiner sylviculture et production de champignons à l'échelle de tous les autres modèles forestiers que l'on a dans nos départements. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Adrien, justement, qui va rentrer dans le détail de quelques exemples de sylviculture adaptée à la production de champignons. Bonjour à tous. Oui, donc on est parti pour établir ces exemples de deux grands principes. Le premier, c'est l'ouverture des peuplements, et le deuxième, c'est la diversification des essences. Donc ces deux principes, doivent, d'après nous, amener à une augmentation sensible, voire forte, de la production de cèpes sur différentes parcelles. Donc là, je vais reprendre 3 exemples qui sont très fréquents dans le département, sachant qu'ils vont être inclus, donc ces exemples-là, dans un guide régional qu'on va réaliser en collaboration avec l'équipe de Midi-Pyrénées et qui sera donc à l'attention des sylviculteurs ou des propriétaires forestiers des départements qui nous concernent les uns les autres. Donc c'est dans ces 3 exemples, le premier c'est un taillis avec réserve où on a donc du taillis, alors souvent en mélange, constitué essentiellement de châtaigniers, de chênes pédonculés ou de charme. On a aussi dans ce taillis donc des réserves feuillues, essentiellement là dans ce cas précis de chênes pédonculés et ou des réserves résineuses, du pain, on peut avoir du pain maritime, du pain sylvestre ou de l'épicéa plutôt dans le nord du département, ou du Douglas là aussi dans le nord du département. Donc en sylviculture classique dans notre département, voilà. C'est bon? Oui. Bon. En sylviculture classique, donc dans notre département, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on fait une coupe rase du taillis et des plus grosses réserves et on laisse quelques réserves à l'hectare. Donc on obtient voilà, donc, ce que vous avez vu. Suite à ça, on attend au bout de 20 ans, donc le taillis a fortement repoussé.
Les réserves ont elles aussi évolué et on obtient voilà, ce type de boisement dans lequel, comme vous le voyez sur la photo, ça s'est refermé. Ce que disait Nathalie précédemment, la production de cèpes, là, elle a complètement chuté puisqu'il n'y a quasiment plus de lumière qui arrive au sol. Et ces taillis-là, enfin, ces taillis avec réserve sont complètement impénétrables. Donc là, il y a clairement, depuis la coupe rase, aucune gestion sylvicole qui est réalisée. Et donc, on attend jusqu'à 40 ans, où là, dans la plupart des cas, on fait une coupe rase de la totalité, c'est-à-dire du taillis et des réserves présentes. Et suite à ça, on repart dans le cycle classique où quelques réserves arrivent à percer au milieu du taillis, et si malheureusement ce n'est pas le cas, eh bien, on part sur un taillis simple. Donc, on appauvrit notre peuplement, puisque en se retrouvant avec un taillis simple, on a d'une part plus de champignons et plus de bois d'œuvre. Donc on a un peuplement qui est destiné, dans la plupart des cas, uniquement à du bois de trituration, donc qui vaut malheureusement pas grand-chose, et du piquet, donc qui sert à réaliser les clôtures. Alors ce qu'on propose en action pour favoriser le champignon, c'est suite à la coupe rase, donc immédiatement dans les mois qui suivent la coupe rase, de réaliser ce qu'on appelle des layons pour pouvoir pénétrer par la suite dans le peuplement. Donc ces layons, ils sont réalisés mécaniquement avec un engin qu'on appelle un croque-souche. Il faut une largeur de 6 mètres pour permettre la circulation des engins. Et on laisse donc une bande qui va repousser, elle, naturellement, d'environ 15 mètres de large. Bon, après, ce qu'il faut bien vous dire aussi, c'est que ces données-là, elles peuvent évoluer. Vous pouvez faire des layons de 6 à 10 mètres et laisser des interbandes de 15 à 20 mètres. Donc on obtient ce type de peuplement où, comme vous le voyez, les layons sont entretenus. On a donc nos réserves, on a nos réserves qui sont présentes et notre taillis qui repousse. Et généralement, on trouve les cèpes dans la partie entretenue des layons. Voilà. Ensuite, donc, au bout d'une dizaine d'années, si notre taillis est vigoureux, on peut réaliser donc une éclaircie. On obtient, donc là vous avez avec la route qui sépare, un taillis qui a repoussé naturellement avec des réserves, et de l'autre côté de la route, un taillis qui a une dizaine d'années et qui a été éclairci, où là on va essayer de maintenir une production de cèpes importante. Au bout de 20 ans, on peut continuer les actions sylvicoles en essayant de détourer les réserves qui sont présentes et ainsi pérenniser notre production de champignons et valoriser notre peuplement pour obtenir également du bois d'œuvre. Donc, à la fin du peuplement, on va exploiter nos réserves qui sont arrivées à maturité et, comme on l'a vu sur l'exemple précédent, l'intégralité du taillis. Par contre, là où ça change un peu, c'est qu'on va conserver quelques arbres, de l'ordre d'une 50aine d'arbres à l'hectare, de réserves qui vont permettre le maintien de cette production de champignons, et on va aussi avoir bien sûr une régénération grâce aux réserves qu'on aura maintenues, ce qui n'était pas le cas préalablement. Donc on va reproduire le mélange, contrairement à une sylviculture classique où là on repartait sur un taillis simple. Voilà. Alors, le deuxième exemple, c'est un reboisement en plein. Donc ça, je pense que les forestiers doivent bien connaître. Ça, c'est une action qu'on réalise souvent derrière du châtaignier dépérissant, c'est-à-dire derrière du châtaignier qui n'a aucun avenir, mais
où le sol est considéré comme étant favorable à la production de truffes. Alors, on va avoir, donc là c'est un reboisement classique en chêne rouge, où on a donc une plantation à 1250 tiges à hectare, des espacements couramment utilisés de 4 mètres par 2 mètres. À 12 ans, on réalise une première éclaircie, on descend à 700 tiges hectares. On peut réaliser un élagage à 4 mètres. Ensuite, on fait une deuxième éclaircie, 400 plants hectares à 20 ans. Une troisième éclaircie qui nous descend à 200 plants hectares. Et enfin, on fait une quatrième éclaircie où là, on arrive à notre densité finale, 120 plants hectares. Et on repart soit sur une régénération naturelle, soit sur un reboisement en plein de nouveau, sachant que dans le cas du chêne rouge, on va plutôt privilégier une régénération naturelle puisqu'il se régénère très très bien. Voilà. Dans le cas de la mycosylviculture, ce qu'on va essayer de faire, on va toujours implanter à des densités de 1200 tiges à l'hectare, mais on va diversifier nos essences. Donc on va toujours garder une essence qu'on va appeler objective, qui est notre chêne rouge, et on va installer des essences favorables au cep, qu'on va appeler des essences de bourrage, comme de l'épicéa, du pin sylvestre, des charmes, du châtaignier, du bouleau, du sapin pectiné, du hêtre. Donc on obtient voilà, ce type de boisement, où là vous reconnaissez le chêne rouge, à côté il y a un pin sylvestre, du chêne de pays. Donc on a une mixité avec une essence objective. On fait une succession d'éclaircies. Ce qui est important dans ce type de mycosylviculture, c'est d'entretenir les interbandes très régulièrement pour favoriser cette production de cep et de conserver une diversité d'essences dans le bourrage. C'est-à-dire qu'on va favoriser le mélange pour que la production de cep perdure. À l'exploitation, on va conserver quelques arbres ou des bouquets d'arbres de manière à pérenniser encore une fois cette production de cep. Voilà, donc le dernier exemple, c'est dans du taillis de châtaignier qui est du taillis simple et sain, donc bien poussant, mais où la valeur du bois est médiocre. Donc là, classiquement, ce qu'on fait dans le département, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va faire des bandes de 10 mètres où on va traiter le taillis pour éviter qu'il ne repousse et où on va implanter, là dans ce cas-là, des essences feuillues ou résineuses. Alors en essence résineuse, c'est majoritairement du pin maritime ou en essence feuillue du chêne rouge d'Amérique. Donc classiquement, ensuite on fait une éclaircie dans notre bande d'enrichissement. Et à la fin, on finit par couper le taillis. Donc là, vous avez un exemple donc d'un enrichissement qui a été fait dans un taillis de châtaignier avec du pin maritime. L'objectif, c'est d'obtenir à la fin donc, du pin maritime qui va nous servir, qui va enrichir ce peuplement en bois d'œuvre, et le taillis servira uniquement de gainage et produira un élagage naturel. Voilà. Et à la fin, on conserve quelques arbres dans cette bande d'enrichissement pour obtenir une régénération naturelle, et on coupe l'intégralité du taillis. En mycosylviculture, on va toujours donc ouvrir une bande d'enrichissement dans laquelle on va avoir une essence objective et des essences de bourrage qui vont favoriser la production de cep. On va procéder à une éclaircie en conservant le mélange, et à la fin, on va couper l'intégralité du taillis et toujours conserver quelques réserves dans notre bande d'enrichissement, mais qui seront un mélange de chêne rouge si c'est notre essence objective, avec des épicéas, des pins sylvestres ou d'autres essences favorables. Donc on obtient voilà ce que vous avez sur la photographie. Oh, pardon. Non. Antérieur.
Voilà, donc ce que vous avez sur la photographie, c'est-à-dire notre essence objective avec nos taillis de châtaignier. Hop, et ça c'était... Voilà. Donc après, on peut bien sûr, dans les interbandes qu'on a laissées, si le taillis est trop vigoureux, ben, procéder à des éclaircies, ou alors, sur la bande d'enrichissement, aussi, là aussi, on peut faire des travaux sylvicoles. Voilà. Donc là, l'objectif de la mycosylviculture est, comme l'a expliqué Nathalie au début, ça poursuit un double objectif pour nous dans le département. On rentre chez les propriétaires qui ne souhaitent pas faire une gestion forestière classique. On y rentre par l'aspect champignon. On fait réaliser des travaux forestiers. Et derrière ça, ben, les propriétaires produisent à la fois du champignon et améliorent leur boisement pour produire du bois d'œuvre. Donc en fait, par le champignon, on peut améliorer les boisements et produire des quantités de bois d'œuvre importantes pour maintenir les industries qu'on a localement. Voilà. Donc ben, je vous remercie. Je remercie fortement Nathalie pour m'avoir mycorhizé et Gérard pour nous soutenir au sein de la Chambre d'agriculture. Voilà. Muchas gracias por la comunicación tan interesante y pasamos al turno de preguntas. Sí, quería hacerle una pregunta a Nathalie. Dentro de su exposición, he entendido que en ese territorio que ustedes gestionan es de propiedad privada. Segundo, que hacen una comercialización en un mercado donde parece ser que el ayuntamiento tiene datos o tiene una cierta información sobre las mercancías que se comercializan. Entonces, mi pregunta es doble. La primera es, ¿quiénes hacen la recolección? Si es un monte privado, ¿son los propios propietarios los que hacen la recolección? ¿O cómo se determina la figura del recolector en ese territorio? Y la segunda es, ¿cuál es el mecanismo que tiene o la herramienta que tiene el ayuntamiento para poder tener ese control sobre la información de la mercancía que se comercializa? Ce sont les propriétaires forestiers. Villefranche du Périgord est une zone très rurale, très agricole. Comme je vous le disais, la propriété forestière appartient à des propriétaires privés et dans ce cas, majoritairement à des agriculteurs. Donc pour eux, même si c'est aléatoire, c'est un complément de revenus. Donc ce sont eux qui récoltent. Alors c'est très passionné parce que ils se piquent les champignons entre eux. Enfin, bon, c'est une affaire très très passionnée quand il y a vraiment une jolie pousse de champignons. Donc voilà pour la question relative à qui cueille les champignons. S'il y a quelqu'un qui vient, qui n'est pas connu, il ne restera pas longtemps dans les bois. Enfin, voilà, il y a de l'autosurveillance en fait. Ça, c'est une chose. Concernant le contrôle du marché, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'appellation. C'est un contrôle qui est effectué par des agents de la mairie. Tout le monde se connaît en fait. Donc s'il y a un cajot de cèpe qui n'est pas de Villefranche du Périgord ou quelqu'un qui n'est pas propriétaire sur le secteur, il n'aura pas de carte déjà pour vendre sur le marché, il sera détecté tout de suite. Donc voilà, c'est plus parce que tout le monde se connaît que la fraude est difficile dans ce cas-là. Et ce qui fait aussi la réputation de ce marché, il y a des gens qui viennent de très loin, notamment des restaurateurs qui viennent de Bordeaux, de Toulouse, pour s'approvisionner parce qu'ils savent que c'est un cèpe qui est reconnu pour sa qualité gustative et ils savent qu'ils ne seront pas trompés sur la marchandise. Voilà, c'est peut-être pas très satisfaisant, mais voilà comment ça se passe. Muy bien, tenemos tiempo para
una pregunta más, si alguien está interesado. Bonjour, merci pour la présentation. Je serais curieuse de savoir les pratiques mycosylvicoles que vous proposez. Est-ce que vous les avez éprouvées? Est-ce que vous avez des données de productivité kilo à l'hectare que ça peut générer? Alors, on est au tout départ, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On a développé un petit programme à l'intérieur du département qui concerne une trentaine d'hectares, où il y a eu différents travaux très divers. C'est de l'éclaircie, c'est du nettoyage au sol, c'est de l'entretien de chemin. Il y a un peu tout type de travaux qui ont été faits. Ils sont récents, ils datent de 2008-2009, certains ne sont pas encore terminés, donc on n'a pas de recul suffisant pour dire quel est l'impact de ce travail-là sur les fructifications. Ça, c'est une chose. Ensuite, il n'y a pas d'approche scientifique, c'est-à-dire que le point de départ pour nous, c'est quand même, quand on fait le diagnostic avant travaux sur ces parcelles-là, c'est de savoir s'il y a un potentiel. On ne va pas investir du temps, de l'argent, là où on n'a jamais vu un champignon, enfin un cèpe tout au moins. Et donc, l'impact de ces travaux-là et les résultats que nous aurons peut-être dans 4 ou 5 ans, quand on recontactera ces mêmes propriétaires pour leur dire alors qu'est-ce que ça a donné, ça restera des données imparfaites. Il dira oui, ça a augmenté, il nous donnera une échelle. Aujourd'hui, j'ai à peu près 10 kg hectares et maintenant j'en ai 20, ou au contraire, ça n'a rien donné. Mais on attend une belle année de cèpe pour pouvoir revenir sur ces parcelles-là et commencer à enquêter sur l'impact de ces travaux-là. On a déjà quelques résultats, notamment des gens qui ont des toutes petites propriétés forestières. C'est un peu le cas typique du retraité qui a 10 hectares et qui veut se faire plaisir, qui est un amateur de mycologie. On a ce cas-là qui a complètement ouvert. C'est une forêt qu'il a achetée il y a 4-5 ans, qui avait été énormément endommagée par la tempête de 1999. Et il y avait encore beaucoup de travail de nettoyage à faire. Et dès la première année, déjà, sa forêt était pénétrable alors que ce n'était pas forcément le cas avant, mais il a eu une abondance de fructification qu'il n'avait jamais connue auparavant. Tout type de champignons d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est intéressé par le cèpe, mais aussi par d'autres types de champignons. Et donc ensuite, on va démarrer à l'automne un programme sur 300 hectares avec la coopérative forestière grâce à un pôle d'excellence rurale qui intègre une action de mycosylviculture. Donc là, on va impliquer largement les forestiers et on va se mettre d'accord sur justement un diagnostic avant travaux pour avoir une photo la plus claire possible avant, de manière à revenir sur ces parcelles-là, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou pouvoir les suivre comme ça de temps à autre et connaître l'impact de ce qu'on aura préconisé. Voilà. Et puis, est-ce que dans le cadre de votre brainstorm que vous faites, est-ce que vous essayez de toujours garder en tête de favoriser aussi la matière ligneuse de façon à concilier les utilisations du territoire? Oui, j'allais dire, effectivement, à chaque fois, l'objectif pour nous, c'est que le propriétaire se réapproprie la forêt. Donc, qu'ils reviennent faire de la gestion dans cette forêt-là. Donc, on peut y rentrer, comme je l'ai expliqué, par la gestion forestière classique. Un propriétaire qui est intéressé par la gestion sylvicole de ses bois, lui, va améliorer ses boisements. Mais celui pour qui la gestion forestière, ça a peu d'importance, on peut l'intéresser aux champignons. Par ce biais-là, il va réaliser des travaux qui vont lui permettre également d'améliorer la production des boisements qu'il a. Donc, on va augmenter la proportion de bois d'œuvre dans ces boisements-là. Si vous voulez, nous, on considère que la production de cèpe, c'est une nouvelle entrée pour intéresser les gens à la sylviculture. Mais on a toujours cet aspect d'amélioration des boisements, puisque l'important aussi pour nous, c'est de maintenir notre industrie locale quand même. Okay, buenas tardes. En el primer modelo selvícola que planteaban la apertura de calles, supongo que para el paso de la maquinaria de 6 metros, por lo tanto eso comporta la eliminación total de la vegetación, y luego una clara entre calles, ¿no? En esas franjas de 15 metros. ¿Cuál es el peso de la clara que plantean en ese primer modelo selvícola?
que haga compatible un aprovechamiento de la madera con una mejora de la producción micológica. Alors, le résultat, c'est que quand on ouvre, peut-être on peut revenir sur le schéma, non ouais, sur celui-ci. Quand on ouvre donc ces layons, ils sont entretenus régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an. Dans ces layons qui sont entretenus, donc comme on a créé un espace suffisant, ça reprend un peu ce qui a été dit précédemment. La lumière arrive au sol. Dès qu'il y a une pluie, elle est directement efficace. Donc là, c'est certain, chez le propriétaire qui a réalisé ces travaux, il trouve plus de champignons dans ces layons. Ça, c'est certain. L'avantage aussi, c'est que grâce à cette technique, on peut rentrer dans le bois. Ce qui n'est pas le cas en sylviculture classique. En sylviculture classique, on ne peut plus pénétrer dans le bois. Là, on peut pénétrer dans le bois et faire des détourages sur les arbres d'avenir qui nous intéressent. Donc, on a là aussi un double objectif. On produit du cep dans ces bandes et on améliore le boisement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si, j'ai répondu. Bueno, la traducción no es que sea muy buena, pero bueno, en las calles, de esos de 6 metros, al eliminar la vegetación, abren claros y crece, en teoría, los hongos. En la franja de 15 metros que dejan en pie, practican claras, supongo, aparte de esa apertura de calles. ¿Qué número de pies extraen? ¿O no hacen nada? Con la apertura simplemente de esas calles, aprovechan la madera, aparte de abrir hueco. Je pense que tout dépend aussi de la vigueur du taillis qu'on a à l'intérieur. L'ouverture des bandes, c'est une première étape. La multiplication de ces chemins d'ouverture, ça permet aussi d'avoir un effet de lisière à l'intérieur des 15 mètres. On va trouver des champignons en bordure de ces morceaux de parcelles de 15 mètres. Et ensuite, il n'y a pas de règles, c'est au cas par cas. Des taillis où il y a des réserves intéressantes, on pourra faire du détourage. Des taillis qui ne sont pas très vigoureux, on aura du cep à l'intérieur quand même. L'objectif, c'est aussi d'alterner des zones plus ou moins ouvertes, des zones plus ou moins fermées. Et c'est le propriétaire, dès le moment où il suit, je pense que ce type de technique, quand on veut qu'il y ait du suivi, il faut qu'elle soit appliquée sur des surfaces relativement restreintes de 3, 4, 5 hectares. Il faut que le propriétaire il puisse suivre ce qui se passe et éventuellement réintervenir à l'intérieur du taillis s'il juge qu'il est trop dense, notamment pour la production de champignons. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar para